Merci beaucoup, monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs. Donc, je vais vous présenter ma thèse qui porte sur l'automatisation de tests d'intrusion sur des applications web. Une thèse d'intrusion que je vais appeler Pentest par la suite. C'est une thèse qui est une thèse CIF, donc en collaboration avec l'entreprise Acuity, et que j'ai réalisée dans l'équipe pirate du laboratoire IRISA. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une application web ? On peut définir une application web comme un logiciel qui va tourner sur une machine distante et pour lesquels plusieurs utilisateurs vont pouvoir se connecter à cette même machine à travers notamment leur navigateur Internet. Et donc on peut avoir des utilisateurs qui sont légitimes mais aussi des utilisateurs malveillants. Et ces utilisateurs malveillants, eux, leur but, ça ne doit pas être simplement d'utiliser l'application web, mais ça va être de comprendre comment elle fonctionne. Donc si on arrive sur une application web, on a ici à gauche une application web que j'ai développée à la fois pour les travaux de recherche et pour des missions d'enseignement à Centrale Supélec. Donc un utilisateur malveillant, il va arriver sur cette page de login et il va pouvoir tenter directement des attaques pour essayer de comprendre comment fonctionne l'application web. Par exemple, il peut tenter des mots de passe et des login par défaut, donc ici admin et voir comment réagit l'application web. Donc évidemment ça ne marche pas, mais on peut aller plus loin. Par exemple, si on a quand même des identifiants légitimes sur cette application web, ici les identifiants d'Alice, on va pouvoir rentrer ces identifiants et continuer ainsi à visiter les différentes pages de notre application web. Et à chaque fois qu'on visite une page de l'application web, on va pouvoir comprendre comment cette application web fonctionne. Si on visite la page de profil d'Alice, on voit qu'on a énormément d'éléments, mais on peut se pencher plus en détail sur la page de recherche sur les images. Et sur cette page de recherche sur les images, par exemple, on va pouvoir tenter une famille de vulnérabilité, d'exploiter une famille de vulnérabilité qui s'appelle des injections. Et là, actuellement, on essaie d'exploiter une injection de commande. Donc, on va taper .ls dans cette barre de recherche, .virgule pour terminer la commande shell précédente, et ls pour avoir notre propre commande shell, donc qui sert à lister la liste des fichiers dans un répertoire. Et donc, ce qu'on essaie ici, c'est d'envoyer des données depuis notre navigateur web à nous pour les faire exécuter sur la machine distante. Et on voit que, en effet, quand on fait cela dans notre application web vulnérable, on ressort bien avec non plus la liste des images de l'utilisateur X, mais bien la liste des fichiers qui sont présents dans le répertoire de l'application web sur notre machine distante. Et donc, tout l'intérêt d'un utilisateur malveillant, ça va être de comprendre ce qu'il se passe sur cette application web pour trouver les vulnérabilités et les exploiter. Donc ça c'est assez simple dans le cadre de l'architecture que je montre ici, où on a simplement des utilisateurs qui se connectent à une seule et même machine, mais de nos jours, les architectures web sont de plus en plus complexes. On va avoir des architectures comme ça, avec plein de microservices derrière, des microservices qui peuvent être écrits dans des langages de programmation différents et qui vont tourner sur des systèmes d'exploitation différents. Et donc ça demande à notre utilisateur malveillant beaucoup de connaissances dans plein de domaines de l'informatique pour arriver à exploiter et trouver les vulnérabilités. Et donc nous, dans ma thèse, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire ce qu'on appelle du pentest, donc de trouver les vulnérabilités avant que les utilisateurs malveillants les trouvent et les exploitent. Donc pour trouver ces vulnérabilités, il y a deux solutions qui sont couramment utilisées de nos jours. Donc d'une part les scanners qui sont rapides et automatiques, mais qui vont se concentrer sur certains types de vulnérabilités, puisque les scanners, la plupart du temps, évoluent en deux phases. On va avoir une phase de scrapping qui vont découvrir l'ensemble des pages de l'application web et des points d'entrée de l'application web, et ensuite une phase de fuzzing. Donc les scanners se concentrent généralement sur les vulnérabilités d'injection. Et à côté, on a la méthode du pentest qui, elle, est manuelle et donc beaucoup plus lente et coûteuse, mais qui va nous permettre d'exploiter réellement les vulnérabilités, puisque lors d'un pentest, l'expert humain qui fait le pentest utilise les mêmes outils qu'un réel attaquant malveillant. Et donc il va pouvoir exploiter ces vulnérabilités et fournir un rapport détaillé des risques liés aux vulnérabilités. Évidemment, il y a des solutions, il y a
des personnes du monde académique qui se sont penchées sur comment améliorer à la fois les scanners ou automatiser le pentest. Donc ici, les deux premiers que j'ai mis se concentrent sur le scanner. Donc le premier, Enemy of the State de Doupé, il montre l'importance de l'ordre dans lequel un scanner va effectuer ses actions pour pouvoir avoir une phase à la fois de scrapping et de fuzzing qui soit la plus étendue possible et qu'on puisse avoir une meilleure complétion sur notre scanner. Le deuxième, il montre le fait que si on injecte quelque chose quelque part, si on injecte une chaîne de caractères malveillante dans ce qu'on appelle les API endpoints, parfois ces endpoints sont liés entre eux. Et donc, il faut aussi injecter quelque chose de similaire dans un autre endpoint pour que notre vulnérabilité puisse être exploitée correctement. Et donc ça montre toute la complexité des applications web et ça montre que les scanners actuellement ont des difficultés et on essaie de résoudre ces difficultés. De l'autre côté, on a donc le troisième papier que je présente ici, des gens qui ont essayé d'automatiser le pentest en utilisant des techniques d'intelligence artificielle comme le reinforcement learning. Mais actuellement, cette automatisation de pentest, elle est faite uniquement sur des pentests d'architecture et non pas sur des pentests d'application web. Donc la question que je me pose, c'est comment peut-on automatiser le pentest d'application web? Pour ça, je vais faire ça en trois parties. La première partie, c'est de présenter un modèle. On va modéliser la connaissance du pentester. Ensuite, je vais créer un framework d'automatisation qui va utiliser un système de prise de décision plutôt basique. Et ensuite, je vais pouvoir faire un système de recommandation, donc pour pouvoir recommander des actions qui seraient intéressantes à un pentester débutant en apprenant ces actions de pentester expert. Donc pour cela, d'abord, j'ai besoin de collecter des données de pentest sur des applications web, et ensuite de pouvoir apprendre sur ces données de pentest pour faire mon système de recommandation. Donc ce sera le plan de ma présentation. D'abord, je vais vous parler du modèle, ensuite du système le framework automatisé, la collecte des données et le système de recommandation pour finir. Donc, notre modèle, comment il fonctionne? On va pouvoir modéliser la connaissance du pentester. Donc le pentester, il va faire des actions, comme je vous ai montré en introduction, sur cette application web, et à chaque fois qu'il fait une action, l'application web réagit, et l'utilisateur malveillant, ou le pentester ici, va engranger de la connaissance sur cette application web. Donc on va vouloir modéliser cette connaissance dans ce qu'on appelle une base de connaissances, et à chaque étape, le pentester va faire une action, donc il va falloir modéliser ces actions aussi. Ces actions, il va les faire sur l'application web va réagir, et en fonction de cette réaction de l'application web, on va pouvoir mettre à jour notre connaissance dans notre base de connaissances. Et la dernière étape, évidemment, c'est de vérifier à chaque fois que l'on fait une action si on a trouvé des vulnérabilités. Donc il va aussi falloir modéliser les vulnérabilités. Donc comment on modélise une application web, la connaissance du pentester sur une application web? Donc on a ici en trois parties. La première partie, c'est l'adresse de l'application web, pour pouvoir accéder à cette application web et la trouver. Ensuite, on va retrouver un ensemble d'informations générales sur cette application web. Donc les informations générales, c'est des informations qui vont être communes à tous les utilisateurs. Donc par exemple, les suites de chiffrement qui sont utilisées par l'application web ou les technologies utilisées par l'application web, ça c'est commun à tous les utilisateurs. Et ensuite, un pentester, quand il fait son pentest, il se place systématiquement à travers la vue d'un utilisateur de l'application web. Et donc tout le reste de l'application web va être modélisé à travers un ensemble d'utilisateurs. Donc un utilisateur, on va lui donner par défaut donc un login and credentials, donc ça c'est assez habituel. Et ensuite, c'est à travers ces utilisateurs qu'on va voir tous les éléments dynamiques de notre application web. Donc que ce soit les cookies échangés entre l'utilisateur et l'application web, mais aussi les différentes pages, et on lit ainsi fortement les pages aux utilisateurs. Et même si on a des pages qui sont très similaires. Donc ici, je vous présente la page de profil d'Alice.
Mais sur la même application web, on peut avoir la page de profil de Bob, qui sont très similaires, mais pourtant, ce ne sont pas les mêmes, puisqu'elles n'appartiennent pas aux mêmes utilisateurs. Et ces utilisateurs, même si c'est une page de profil, qui est sous le même chemin d'accès et profil, eh ben, il faut avoir des informations différentes sur leur page. Donc pour donner un exemple un peu plus précis, comment est modélisé un utilisateur dans notre base de connaissances. Donc on a son login, ici c'est Bob, qu'on retrouve en bleu. Ensuite, on va avoir son ensemble de credentials, donc à la fois son mot de passe, donc, qui n'est pas présent ici, mais tout ce qui peut identifier notre utilisateur, plus précisément. Donc là, par exemple, une adresse email, on va pouvoir le mettre dans un champ dans les credentials. Ensuite, on va avoir les cookies. Donc ici, il n'y a qu'un seul cookie, c'est le cookie de session. C'est ces petites informations qui sont échangées entre le serveur et notre navigateur web. Et ensuite, on va avoir les différentes pages donc, auxquelles notre utilisateur présent, ici Bob, a accès. Donc ces pages, c'est toutes les pages qu'il a déjà visitées et dont il a déjà connaissance, mais c'est aussi toutes les pages dont il a connaissance sans les avoir visitées. Par exemple, ici, tous les différents liens qu'il peut y avoir qui vont nous amener vers différentes pages, ce sont des pages qu'on va pouvoir pré-remplir dans l'ensemble des pages connues par notre utilisateur. Maintenant qu'on a modélisé notre application web, on va pouvoir modéliser nos actions. Donc les actions, elles sont en deux grandes parties. La partie commande, donc c'est des commandes génériques, c'est le type d'action en quelque sorte que l'utilisateur va pouvoir utiliser. Donc ici j'ai mis l'ensemble des commandes que l'on a trouvées qui nous permet de faire la plupart du temps un pentest. Donc on arrive à modéliser l'ensemble des actions des utilisateurs en fait en 6 commandes génériques. Et pour pouvoir avoir plus de détails sur ce qui se passe vraiment quand on fait une action, on va utiliser un ensemble de paramètres. Donc à chaque commande, son ensemble de paramètres. Et ce sont ces paramètres qui vont nous permettre de préciser ce que l'on veut faire. Par exemple, si on veut accéder à une page web, il va falloir l'URL de cette page pour pouvoir accéder à une page spécifique. Et évidemment, dans notre modèle, ces paramètres, ils ne peuvent pas venir de nulle part. Ils peuvent venir de deux endroits différents, soit la connaissance que l'on a sur l'application web, donc la connaissance que l'on a dans notre base de connaissances, mais aussi la connaissance experte du pentester. Tout à l'heure, quand on a vu l'injection de commandes, la charpie, la payload .ls, elle ne vient pas de la connaissance spécifique vis-à-vis de notre application web, elle va venir de la connaissance experte du pentester. Il sait que en tapant .ls, il peut avoir le résultat d'une vulnérabilité, l'exploitation d'une vulnérabilité. Et donc ça, c'est dans la connaissance experte du pentester qu'on va venir. On va modéliser les vulnérabilités un peu sur le même principe que les actions, donc les types de vulnérabilités, et on va pouvoir raffiner ces types de vulnérabilités avec des paramètres. Donc ces types de vulnérabilités et ces paramètres, elles nous viennent de la base de données de vulnérabilité d'Acuity que l'on a repris. Et pour s'adapter à notre modèle, on va associer les vulnérabilités que l'on trouve aux pages sur lesquelles on a trouvé ou déclenché les vulnérabilités. Et donc ici, j'ai sélectionné 3 types de vulnérabilités, et ces 3 types de vulnérabilités, encore une fois, ils ne viennent pas de nulle part, ils viennent du top 10 de l'OWASP, donc qui est une organisation qui recense assez régulièrement les plus grands types de vulnérabilités qui existent sur les applications web. Donc ici, la Broken Access Control, qui est en fait la capacité d'accéder à des données auxquelles on ne devrait pas avoir accès en tant qu'un utilisateur. La Broken Access Control, donc c'est le type de vulnérabilité qu'on retrouve le plus souvent. Ensuite, ici, j'ai mis la Cross-Site Scripting, donc XSS, qui fait partie de l'ensemble des vulnérabilités qu'on appelle injection. Et ensuite, on va avoir donc ici une Technical Information Disclosure qui fait partie des problèmes de configuration de sécurité. En fait, on va révéler des informations sur notre application web alors qu'on ne le devrait pas. Maintenant qu'on a modélisé ces vulnérabilités, il va falloir dire comment on trouve ces vulnérabilités. Et comment on trouve ces vulnérabilités dans notre modèle? Eh ben, le but, c'est d'arriver à trouver ce qu'on va appeler des témoins dans notre base de connaissances. Dans notre connaissance qu'on a acquis de l'application web, on va trouver des témoins pour pouvoir remplir chacun
donc des différents paramètres des vulnérabilités. Et quand on a trouvé des témoins pour chacun des paramètres, eh ben, on a trouvé une instance d'une vulnérabilité. Et donc on va pouvoir exprimer nos vulnérabilités sous la forme de prédicats. Par exemple, ici, je vous montre une vulnérabilité de type XSS réfléchi. Donc, quand on arrive sur la page et qu'on essaie de rechercher de manière générale dans notre site, on a un paramètre Q, et ici, on va injecter une payload de type XSS. Donc, on écrit script alert XSS trigger, et on voit que ce petit script est renvoyé à notre utilisateur, et il s'exécute sur notre navigateur web, puisqu'on a ici un encart, une alerte qui s'affiche avec bien notre texte XSS trigger. Et ça, on va pouvoir le transformer en un prédicat. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il nous faut à la fois une payload et une manière de vérifier cette payload. Donc ici, la payload, c'est notre script alert XSS trigger. Et notre vérification de payload, c'est bien la présence de cette alerte dans notre page web. Donc ça vient de la connaissance experte, c'est pas lié spécifiquement à cette application, c'est lié à l'expertise du pentester. Et l'idée, c'est que pour vérifier que notre XSS est bien présente, il va avoir une action. Donc ici, notre action, c'est accéder à la page web de recherche, dans laquelle on a injecté notre payload. Et bien sûr, il faut que la manière de vérifier notre XSS soit présente dans le contenu de la page. Et donc on va pouvoir donner comme ça des prédicats pour chacune des différents types de vulnérabilités que je vous ai présentés précédemment. Donc pour conclure sur le modèle, on a voulu modéliser la connaissance du pentester vis-à-vis d'une application web. Donc ça correspond à l'application web, la connaissance de l'application web elle-même, mais aussi des différentes actions que l'utilisateur a faites sur cette application web, et évidemment des vulnérabilités que l'on trouve dans cette application web. Les points importants de ce modèle, ça va être aussi que notre pentester, il voit tout de l'application web à travers les différents utilisateurs qu'il va lui-même utiliser pour parcourir l'application web. Et on va pouvoir vérifier chacune des vulnérabilités avec deux prédicats. Je vais maintenant passer au framework d'automatisation, framework que j'ai appelé Squad, et qui va reprendre l'ensemble des éléments que l'on a vus sur notre modèle. Et on reprend notre modèle, donc on va avoir d'abord une base de connaissances, ici, qui correspond à la connaissance sur l'application web, et on va avoir un oracle qui est la connaissance experte du pentester. Donc actuellement, dans Squad, notre oracle, il va nous fournir des payloads XSS et le moyen de vérifier ces payloads XSS. Ensuite, pour ce qui est de l'action, on va avoir une autre composante de notre framework qui s'appelle l'agent et qui va être chargé, en faisant des requêtes sur notre base de connaissances et sur notre connaissance experte, de construire la liste des actions possibles dans une certaine situation. Et une fois qu'on a cette liste de situations possibles, il sélectionne une de ces actions et l'exécute en tant qu'un des utilisateurs sur un navigateur instrumentalisé. On observe ce navigateur instrumentalisé et on va pouvoir mettre à jour notre base de connaissances. Et enfin, on va pouvoir appeler la dernière pièce de notre framework, qui est le verifier. Et donc ce verifier, lui, il a l'ensemble des prédicats que l'on a construits précédemment dans notre modèle, et il va pouvoir vérifier si ces prédicats sont corrects en regardant dans notre base de connaissances. Rapidement, ici, tout est déterministe. Il y a une seule chose qui n'est pas déterministe et qui fait que d'une exécution de squad à une autre, on peut avoir des différences. Et cette différence, c'est au niveau de la sélection de l'action. On sélectionne une des actions sur la liste des actions possibles. Et ça, c'est l'élément qui n'est pas déterministe dans notre modèle. Et c'est un élément extrêmement important. Hop, c'est bon. C'est un élément extrêmement important puisque notre base de connaissances est en ajout seulement. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas perdre de la connaissance. Et on peut aussi avoir des actions qui vont avoir des effets irréversibles sur notre application. Si on supprime un utilisateur, et ben, forcément, on ne pourra plus utiliser cet utilisateur pour parcourir notre application web. Et donc là, on se retrouve dans un cas où
l'ordre des actions, donc c'est ce qui avait déjà été donné par M. Doupé et Emile Zestel, est très important. Et pour faire cet ordre des actions, on va utiliser ce qu'on appelle dans Squad une stratégie. Donc, si on arrive sur notre page de login, par exemple, bon, on va avoir, enfin, si on essaie d'accéder à notre page, la seule chose que l'on va connaître de notre application web, c'est la page de login. Donc, on part d'une état de la connaissance presque vide. On arrive avec une première autre état K1 de notre base de connaissances, en accédant à notre page web de login. Et ensuite, on va pouvoir faire trois actions différentes, par exemple. Soit on va pouvoir accéder à la page de sign-up, soit on va pouvoir envoyer des éléments identifiants dans notre formulaire de login, soit on va pouvoir, par exemple, mettre à jour notre cookie. À partir du moment où on choisit d'envoyer des identifiants, les différentes étapes de la base de connaissances que l'on pourrait avoir en choisissant les autres actions nous deviennent inaccessibles. Donc là, on a choisi d'envoyer des formulaires. On va se retrouver dans notre état de la base de connaissances K2 secondes et... Non, de pas. Non. Et à partir du moment où on a fait ça, on ne pourra jamais se retrouver ni dans K2 ni dans K2 prime. Par exemple, si ensuite on choisit d'accéder à la page de sign-up, on va se retrouver dans un état de la connaissance encore différent, on va pouvoir appeler K3, mais on ne va pas se retrouver dans l'état de la connaissance K2. Donc, l'importance de choisir l'ordre de nos actions. Et ça, comme je le disais, c'est déterminé dans Squad par la stratégie. Dans Squad, on a essayé 4 types de stratégies différentes. Donc, soit la sélection aléatoire d'une action, soit l'exploration d'abord. Donc, à chaque fois qu'on a une page dont on a connaissance mais qu'on n'a pas visitée, on va vouloir la visiter avant de faire toute autre action. Soit l'exploitation d'abord, dès qu'on va trouver un formulaire, on va essayer d'envoyer des payloads XSS dedans pour savoir si on trouve les vulnérabilités. Et enfin, une dernière stratégie que j'ai appelée Vulnerability Tracking. Donc ça, c'est une stratégie un peu particulière où j'ai essayé de coder en dur des séquences d'actions qui sont généralement prises par un pentester lorsqu'il essaie de trouver un certain type de vulnérabilité. Et au final, c'est cette stratégie qui a marché le mieux dans les tests que l'on a pu faire sur ces différentes stratégies. Et donc c'est cette stratégie que je vais utiliser par la suite pour vous montrer ici les résultats. Donc on a comparé les résultats de Squad vis-à-vis de 3 scanners de l'état de l'art, qui vont être Burp, Wapiti et Zap, qui sont des scanners qui sont aussi couramment utilisés par les pentesters pour les aider dans leur pentest. Et on les a testés sur 3 applications web différentes, donc DVWA et Wacopico, qui sont des applications web vulnérables fournies par l'état de l'art. Et la dernière, c'est UDU, c'est l'application web vulnérable que j'ai développée moi-même et que je vous montre depuis tout à l'heure. Et donc on a essayé de chercher à la fois des XSS réfléchis et des Broken Access Control. Donc ici dans ce tableau, on va vouloir maximiser notre TPR, notre taux de vrai positif, et minimiser évidemment notre taux de faux positif, notre FP. Et on voit que Squad arrive à faire des résultats à peu près semblables au meilleur des scanners que l'on a, qui est ici, sur les XSS réfléchis. Et par contre, sur les Broken Access Control, ce sont des vulnérabilités que les scanners, dans leur manière de faire par défaut, n'arrivent pas à détecter, là où Squad arrive à détecter ce type de vulnérabilité. Donc pour conclure sur Squad, on a montré avec Squad que l'automatisation de pentest d'applications web était possible. On arrive à avoir une bonne détection sur les différentes applications web que l'on a sélectionnées. Et Squad est capable de faire des chaînes d'actions complexes, aussi dans des environnements qu'il ne connaît pas, donc les WA et les Wacopico. Donc c'est un travail qui a été publié à Script en 2024. Le problème de Squad qui reste, c'est qu'il n'a absolument aucune compréhension du contexte. La meilleure stratégie qu'il a, c'est la stratégie de vulnerability tracking, et c'est des séquences d'actions codées en dur.
Et donc, si on veut faire ce codage de séquences d'actions pour trouver des vulnérabilités à la fois sur tous les types de vulnérabilités qui existent et sur tous les types d'applications web qui existent, ce serait un travail de titan qui n'est pas vraiment réalisable. Donc, on va essayer de se pencher du côté du machine learning pour apprendre une stratégie. Et pour ça, on va vouloir apprendre de pentesters humains experts. Et donc, pour apprendre, on a besoin de collecter des données. Pour collecter ces données, on a participé à une campagne de collecte de données dans un CTF. Donc un CTF, Capture the Flag, c'est une compétition de hacking. Et on a proposé un challenge dans le Brest CTF, qui est la plus grande compétition CTF en France sur site. Ça représente 600 joueurs répartis en 120 équipes. Et dans ces équipes, il y a des équipes de professionnels de la sécurité qui sont des pentesters experts dont c'est le métier. Et donc on a proposé donc, cette année le challenge Pirate, l'année dernière le challenge Casinonymique, donc c'est sur les données de l'année dernière que j'ai pu faire la collecte de données que je vais vous présenter par la suite. Donc moi je m'intéresse dans cette collecte de données principalement à l'application web de Casinonymique. On a développé une application web pour l'occasion et on a fait en sorte que cette application web ne puisse pas être résolue, le challenge de cette application web ne puisse pas être résolu par un scanner tout simplement. Et donc pour ça, on a fait en sorte que les utilisateurs soient obligés d'utiliser deux vulnérabilités systématiques de manière conjointe. Donc deux vulnérabilités ensemble, de les exploiter. Et on a aussi mis des vulnérabilités qui n'avaient rien à voir avec le challenge pour pouvoir observer les phases d'exploration de ces utilisateurs. Maintenant, comment on a fait pour collecter les données? Puisque nous, on veut les données vues par les différents utilisateurs. Donc, il faudrait qu'on puisse collecter sur les ordinateurs de nos pentesters, ce qui n'est pas possible. Et donc, on a fait en sorte que notre application web, à chaque fois qu'un utilisateur faisait une action sur cette application web, elle envoyait des données quand même si ce n'était pas nécessaire pour les fonctionnalités de l'application web, elle envoyait des données au serveur et on a pu récupérer les logs serveurs. Donc à partir de ces logs serveurs, on va les transformer en une suite d'actions du pentester. Et pour pouvoir retrouver la connaissance du pentester au moment où il fait l'action, on va demander à Squad de rejouer ces actions pour pouvoir observer ce qu'avait notre utilisateur au moment où il a fait ses actions. Et donc comme ça, on observe des traces complètes de nos pentesters sur notre application web. Donc on obtient des bases de connaissances d'un côté et les actions qui correspondent à ces bases de connaissances. C'est 29 équipes qui ont réussi à atteindre la partie pentest web de notre challenge. Et sur ces 29 équipes, il n'y a que 17 équipes qui ont réussi le challenge. Ces données sont donc enregistrées directement grâce à Squad dans le modèle qui vous a été présenté, et ça représente 1 800 000, plus d'1 800 000 de logs, et ces 1 800 000 de logs, on va les transformer en 4623 actions de pentester. Et donc ce dataset, on est en train de le mettre en ligne, il sera disponible sur casinonymique.fr. Maintenant qu'on a notre dataset, on va vouloir prendre la corrélation entre les bases de connaissances et les actions. Et on va voir avec cette corrélation si on arrive à faire un système de recommandation. Donc pour recommander des actions à un pentester débutant, donc des actions qu'aurait fait un pentester expert. Donc notre système de recommandation, rapidement, comment fonctionne un système de recommandation? Si on a deux états de notre base de connaissances, KX et KY, et que ces états sont très proches. Et par-dessus le marché, si on voit que ces états sont très proches et que et que ces états très proches, dans ces états très proches, notre pentester a pris une même action, qui est l'action A1, et bien, à partir du moment où notre pentester débutant va arriver avec un troisième état de la connaissance, qui est KZ, et que cet état de la connaissance est encore une fois proche
des états de la connaissance que l'on connaît, on va pouvoir lui recommander l'action par un. Par contre, si notre pentester débutant arrive avec un état de la connaissance qui est totalement différent, ici KZ', ben on ne va pas vouloir lui recommander A1, mais on va pouvoir lui recommander d'autres actions à faire, comme des actions à deux par exemple. Et donc pour arriver à ce résultat, il va nous falloir plusieurs choses. La première chose à faire, c'est d'encoder nos données. Le principe, c'est de pouvoir faire en sorte que nos données qui sont verbeuses actuellement puissent être passées en entrée d'algorithmes de machine learning. La deuxième étape, ça va être de faire un pré-traitement de nos données. Donc on va vouloir sélectionner les meilleurs joueurs pour pouvoir apprendre seulement des meilleurs joueurs. Et ensuite, on va choisir notre algorithme de machine learning à utiliser et faire en sorte que cet algorithme de machine learning soit le plus performant possible. Donc pourquoi on veut encoder ces données? Actuellement, nos données, elles ressemblent à ça, donc elles sont très verbeuses, c'est principalement des chaînes de texte. Et pour utiliser des algorithmes de machine learning, il va nous falloir transformer donc, ces données verbeuses en une matrice qui soit à la fois de taille fixe et donc, de ces données verbeuses, on va pouvoir extraire des caractéristiques qui vont être soit quantitatives, soit qualitatives. Et évidemment, vu qu'on veut apprendre sur ces données, il faut que ces caractéristiques puissent être généralisées. Donc là, on sait pourquoi on veut encoder nos données. Maintenant, comment on fait pour encoder nos données? Eh bien, on reprend les différents éléments de notre modèle, donc les utilisateurs, les cookies, les pages, les vulnérabilités, les actions. Et on remarque tout de suite que, par exemple, les utilisateurs, les cookies, les pages, ce sont des éléments qui peuvent être en nombre, déjà forcément inconnu, mais en nombre très grand, en fonction de l'application web sur laquelle on est. Et donc, on va vouloir agréger toutes ces valeurs et pour pouvoir les réduire à des matrices de taille fixe. Donc, pour ce faire, par exemple, pour les utilisateurs, on va séparer nos utilisateurs entre l'utilisateur non authentifié, des utilisateurs standards et des utilisateurs privilégiés. Pour les cookies, pareil, on va mettre à part le cookie de session, qui est un cookie qui est une cible privilégiée pour les pentesters, puisqu'il permet de prendre le contrôle de la session d'un autre utilisateur, et puis on va pouvoir agréger les autres encodages pour ramener notre encodage à un vecteur de taille fixe. Si je prends l'exemple de comment on a encodé une page, donc ici on a une page de login, et on va pouvoir essayer d'extraire trois types de caractéristiques de ces pages. Donc soit les caractéristiques liées au contenu de la page elle-même. Est-ce que notre page contient des données sensibles qui sont fortement liées à un utilisateur? Ou est-ce que notre page peut être modifiée par des entrées utilisateurs? Ensuite, on va avoir le rôle fonctionnel de la page. Est-ce que c'est une page de login? Est-ce que c'est une page de sign-up pour pouvoir créer d'autres utilisateurs? Est-ce que notre page peut modifier certains utilisateurs? Et enfin, on va avoir le statut de la page, c'est-à-dire quel est notre état de la connaissance de cette page. Est-ce qu'elle a déjà été visitée ou non? Est-ce qu'elle peut avoir changé, etc. Et grâce à cet encodage, on voit que on peut réduire toutes les informations que l'on a en un vecteur de booléen de taille 8. Et donc là, ça va être l'encodage que l'on a pour notre page de login. Et si on prend une page totalement différente, comme la page de profil de Bob, on va avoir un encodage qui lui est différent, donc qui nous permet, à travers l'encodage, de différencier nos pages. Maintenant qu'on a encodé ces données, on va vouloir avoir une phase de pré-traitement de nos données, qui est de sélectionner les meilleurs utilisateurs. Donc, pour ce faire, on a d'abord choisi de regarder comment évoluait la somme des connaissances, puisque donc toutes nos connaissances sont encodées dans des vecteurs de booléens identifiés. On a simplement sommé, on a regardé à quel point la somme des connaissances évoluait en fonction des différents utilisateurs. Et donc on voit apparaître différents types de joueurs, avec des joueurs qui sont meilleurs que d'autres. Sur ce graphique, on a en ordonnée la somme des connaissances et en abscisse les étapes du pentest. Donc à chaque action, il y a une étape du pentest faite par notre pentester.
Donc, les joueurs représentés en gras ici, ce sont les joueurs qui ont réussi le challenge, et les autres joueurs n'ont pas réussi le challenge. Mais on voit que réussir le challenge, c'est pas forcément un gage de performance. Par exemple, si je me concentre sur 3 utilisateurs différents qui ont réussi le challenge, donc l'utilisateur 1, l'utilisateur 4 et l'utilisateur 6 ici, on voit qu'ils ont des parcours en termes d'évolution de la connaissance qui est complètement différent. On a un utilisateur 1 qui va apprendre énormément de choses en un nombre d'actions relativement correct, 200 actions. Là où on a notre utilisateur 6 qui, en un peu plus de 100 actions, a réussi le challenge sans forcément apprendre énormément de choses sur notre application web. Et alors le dernier joueur, le joueur 4, ça va faire partie des joueurs dont, par exemple, on ne va pas vouloir forcément apprendre, puisque certes, il a réussi le challenge, mais déjà, il n'a pas forcément énormément appris sur notre application web par rapport à notre joueur 1, mais surtout, il y a une plage de 200 actions ici, entre les 200 et 400, pour lesquelles l'utilisateur fait des actions, mais n'apprend absolument rien sur notre application web. Et donc on voit que simplement sommer la connaissance ou regarder qui a réussi le challenge ou non n'est pas une manière correcte de trier nos joueurs. Pour ce faire, on va plutôt regarder à quel point les actions de nos joueurs sont efficaces. Donc on va regarder combien en moyenne il faut d'actions à un utilisateur pour trouver et exploiter une vulnérabilité. Et donc c'est ce qu'on a sur notre graphe ici, hein, donc le nombre de vulnérabilités trouvées par action faite, et on a tous nos joueurs. Et donc là, on se rend compte que notre joueur 1, par exemple, qui a appris énormément tout à l'heure, en faisant finalement pas tant d'actions que ça, il a beaucoup appris sur notre application web, il a réussi le challenge, mais finalement, il n'a pas trouvé énormément de vulnérabilités. Et donc, il a un score qui est plutôt faible sur l'efficacité de ses actions. Au final, on va sélectionner les 75% des meilleurs joueurs pour garder quand même un nombre de données suffisant pour pouvoir faire de l'apprentissage. Maintenant qu'on a sélectionné nos joueurs, on va se pencher sur l'apprentissage en lui-même et donc d'abord choisir un algorithme. Et donc, on s'est penché sur l'algorithme des cas plus proches voisins. Donc, c'est un algorithme au départ de classification supervisée et sur lesquels on va vouloir faire on va vouloir apprendre des prédictions. L'idée, c'est qu'on va donner à notre algorithme l'ensemble des bases de connaissances d'entraînement ou des séquences de bases de connaissances d'entraînement, puisqu'on peut soit choisir en entrée uniquement la base de connaissances actuelle, donc l'état de la connaissance actuelle, mais on peut aussi choisir en entrée l'état de la connaissance précédent, l'action qui a mené à l'état courant et l'état courant. Et donc, on va donner à apprendre ces bases de connaissances et on veut en sortie l'action qui serait la plus logique à faire. Et donc, par exemple, ici, si on prend donc ça c'est l'ensemble de nos bases de connaissances, à la fois les carrés et les triangles, et donc on va avoir les carrés violets qui sont liés à un certain type d'action en sortie, et les triangles orange qui vont être liés à un autre type d'action en sortie. Donc si notre utilisateur arrive avec un nouvel état de la connaissance, représenté par le rond bleu ici, le principe c'est de regarder les plus proches voisins. Donc si on prend le cercle en plein, on va avoir 3 plus proches voisins, et donc dans ces 3 plus proches voisins, on a 2 états de la connaissance qui vont nous recommander l'action liée au triangle orange. Et donc ici, notre algorithme, il va nous recommander de prendre l'action triangle orange. Et on voit tout de suite que notre hyperparamètre K, donc le nombre de plus proches voisins, est très important sur cet exemple, puisque si on prend 3 plus proches voisins, c'est notre cercle en plein, et donc l'action recommandée, c'est le triangle orange. Mais si on prend 5 plus proches voisins, c'est le cercle en pointillé ici, et bien cette fois-ci, ceux qui sont majoritaires, et bien, ce sont les carrés violets, et on va recommander l'action liée au carré violet. Donc, on veut trouver notre hyperparamètre K qui soit le meilleur dans notre situation. Donc ici, on a la précision de notre modèle, à quel point les prédictions de notre modèle sont les bonnes, en ordonnée, et en abscisse, on fait varier le nombre de plus proches voisins. Et on observe ici un optimum des plus proches voisins à 20 plus proches voisins.
Mais ce n'est pas le seul hyperparamètre de notre algorithme. On a un système de recommandation, donc on peut recommander une seule action, par exemple, mais on peut aussi recommander plusieurs actions. Et on voit que notre précision, ici sur ce graphique, si on fait varier en fonction du nombre d'actions recommandées, eh ben, notre précision va augmenter. Et donc ici, on va choisir un optimum à 5 plus proches voisins, puisque on obtient une précision correcte, sans recommander non plus trop d'actions, puisqu'on a 16 actions au total. Si on commence à recommander 8 actions, qui est la moitié des actions, ça n'a plus vraiment de sens de faire un algorithme de recommandation. Et le dernier hyperparamètre que l'on a testé, c'est la taille de l'entrée. Comme je vous ai dit, soit on peut se pencher en entrée seulement sur notre base de connaissances actuelle, mais on peut aussi prendre les bases de connaissances précédentes et les actions qu'on met d'une base de connaissances précédente à notre base actuelle. Donc on a fixé les autres hyperparamètres ici, hein, donc K reste à 20, notre M, on a choisi ça, donc c'est pour ça qu'on a une précision à 5 ici, et on fait varier la taille de notre entrée. Et on se rend compte que notre précision est maximale ici pour une taille d'entrée de 1. Donc la base de connaissances précédente, notre action qui a mené à la base de connaissances courantes et notre base de connaissances courantes. Le problème, c'est que on a choisi les meilleurs joueurs, mais les joueurs humains restent extrêmement inefficaces. On se rend compte que on l'avait déjà vu un peu avec notre joueur 4 qui fait 200 actions sans rien apprendre, mais on se rend compte que même dans les meilleurs joueurs qui ont été sélectionnés, on a beaucoup d'actions qui ne sont pas nécessaires. Donc soit ça peut être dû à une mauvaise mémoire du pentester, qui ne se rappelle plus ce qu'il a sur sa page de profil, mais ça peut tout à fait être aussi dû à une recherche erratique. Donc j'ai essayer de chercher une vulnérabilité sur une page, donc je vais visiter une autre page, et puis je me dis, ah, mais peut-être qu'il y avait une autre type de vulnérabilité que je n'ai pas testé sur la page précédente, et donc on refait une action pour revenir sur la page précédente. Donc ça, c'est des comportements pour un système automatisé qu'on ne veut pas avoir. Et on s'en rend compte, hein, notre action la plus utilisée, c'est accéder à une page pour laquelle on ne donne aucune information supplémentaire, une page que l'on connaît déjà, mais bon, bah, on la revisite. Et donc, nous, ce que l'on veut, au final, c'est recommander uniquement les actions qui sont rares, c'est-à-dire des actions qui nous permettent d'exploiter, d'envoyer des payloads, soit d'exploit, soit de découverte, pour exploiter ces vulnérabilités. Et donc, on va essayer de regarder si on ne peut pas éliminer ces actions qui sont surreprésentées. Pour éliminer ces actions surreprésentées, donc, on reprend notre précision à 5 avec notre K à 20. Et donc là, c'est notre base de connaissances initiale. Et ensuite, on va éliminer à chaque fois l'action, le type d'action le plus représenté. Et on voit qu'on a une augmentation. Tant qu'on enlève les 3 premières actions, on a une augmentation de notre précision. Donc, ces actions agissent aussi comme du bruit. Et ensuite, c'est plus très intéressant puisqu'on commence à enlever, donc c'est la courbe ronde, on commence à enlever trop d'actions de notre dataset, et donc on n'arrive plus vraiment à apprendre. Pour revenir donc, sur les performances de notre apprentissage, on a les différentes tailles d'entrée à 0 et à 1, les différents algorithmes en faisant varier le cas, et on s'est comparé aussi à l'algorithme de Random Forest, et on a une précision à 1, à 5, à 8. Donc on va vouloir maximiser cette précision et minimiser notre MRR. Donc le MRR, c'est le rang moyen à laquelle notre prédiction juste a été sortie dans notre algorithme. Donc le plus proche de 1, le mieux c'est. Et on voit que c'est bien sur tous les hyperparamètres que l'on a sélectionnés qu'on a notre meilleure précision. En termes de MRR, on a le Random Forest qui est un peu meilleur, mais en termes de précision, c'est pas tant que ça. Et puis le Random Forest, c'est quand même un algorithme qui est plus coûteux. Donc on n'a pas trouvé l'intérêt particulier de passer sur Random Forest par rapport au calcul. Donc pour conclure sur le système de recommandation, on a montré qu'on arrivait à trouver une corrélation entre les bases de connaissances des pentesters, l'état de la connaissance du pentester et les actions faites par ces pentesters.
Ensuite, je fournis toute la manière de traiter les données, hein, donc à la fois l'encodage et la sélection des joueurs. Et enfin, on arrive avec un système de recommandation qui est utilisable, donc qui a été soumis à Zoris également. Le résultat est arrivé ce week-end. Il y a des choses à reprendre, mais c'est intéressant. Et il y a un dépôt de brevet qui a été fait par Acuity sur ce système. Donc pour conclure de manière générale sur ma thèse, on s'est intéressé à l'idée d'automatiser le pentest d'application web. Pour ça, j'ai commencé par proposer une modélisation de la connaissance du pentester. Ensuite, il y a eu un premier framework d'automatisation, un framework modulaire, qui nous a montré l'importance de la stratégie et donc du choix de l'action à faire, et qui est utilisable directement par Acuity comme un connecteur. Donc Acuity développe une plateforme de gestion des vulnérabilités, et comme Squad utilise la manière d'Acuity de représenter les vulnérabilités, il est directement utilisable par Acuity. Pour continuer, on a collecté un jeu de données d'actions de pentester et des connaissances sur l'application web liées à ces actions. C'est un nouveau type de jeu de données qu'on n'a pas trouvé jusqu'à présent. Et je fournis aussi la méthode pour récupérer ces données de la même manière. Et enfin, grâce à ces données, j'ai pu avoir un système de recommandation donc, que l'on avait soumis et qu'on va soumettre, et qui fait l'objet d'un dépôt de brevet par Acuity. Évidemment, il y aurait encore du travail à faire là-dessus, notamment faire une évaluation de notre encodage. Pour l'instant, on a simplement appris avec l'encodage que l'on avait défini au départ, mais ce serait intéressant de trouver d'autres types d'encodage pour regarder à quel point ça influence notre apprentissage. Et notamment, ce que j'aimerais beaucoup inclure, c'est le design des payloads dans cet apprentissage, dans cet encodage qui n'est pas présent actuellement. Ensuite, arriver à étendre notre jeu de données, hein, notamment en termes de diversité, donc par exemple en ayant des données dans d'autres contextes que celui du CPF, ou ça ce serait le Graal d'arriver à demander aux pentesters, au moment où ils prennent leurs actions, pourquoi ils prennent leurs actions, pour avoir une meilleure compréhension. Et un autre problème, c'est d'arriver à résoudre notre problème de jeu de données qui a des actions qui sont trop représentées puisque les humains sont inefficaces. Donc pour ça, on pourrait par exemple synthétiser des données. Et enfin, aller jusqu'à l'automatisation complète du pentest web. Et donc l'idée qu'on avait au départ, c'est d'arriver à partir de ce premier apprentissage qui a été fait sur les données collectées, ensuite de passer à une policy qu'on va pouvoir raffiner avec du reinforcement learning en faisant jouer notre policy sur différentes applications web vulnérables. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis là pour vos questions.